Mon mari m'a laissé sous la pluie, à 37 kilomètres de chez moi. Il a dit que j'avais besoin d'une leçon. Je n'ai pas discuté, je l'ai juste regardé s'éloigner. Une BMW noire s'est arrêtée quelques instants plus tard. Mon garde du corps en est sorti, calme et prêt à intervenir. J'ai souri en montant dans la voiture. Sa cruauté avait pris fin. C'était sa dernière erreur. J'ai appuyé sur le bouton enregistrer de mon téléphone et l'ai remis dans ma poche alors que l'Audi de Stéphane s'engageait dans l'aire de service déserte de l'autoroute. La pluie n'avait pas encore commencé à tomber, mais je pouvais sentir son approche. Sortez, m'a-t-il dit sans même couper le moteur. Vous avez besoin d'une leçon, Elena. Rentrer à pied chez vous vous apprendra peut-être le respect. 37 kilomètres. Il avait tout calculé à la perfection. Trop loin pour un taxi, trop isolé pour les transports en commun. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais tout enregistré pendant 8 mois et que Mathias était déjà garé derrière la station-service abandonnée, attendant mon signal. Le siège en cuir grinça lorsque je me tournai vers lui. Stéphane avait cette expression familière de satisfaction, celle qu'il arborait lorsqu'il concluait une affaire particulièrement impitoyable dans sa société d'investissement. 3 heures plus tôt, nous étions assis au Bernardin pour fêter notre anniversaire. À présent, il m'abandonnait sur un tronçon isolé de l'A7 parce que je lui avais demandé pourquoi 10 000 € avaient disparu de notre compte joint. « Tu fais vraiment ça ?» Je gardais un ton calme, laissant le téléphone enregistrer chaque mot. Les actes ont des conséquences, Elena. Tu as agi dans mon dos, tu as appelé mon comptable, tu m'as embarrassé avec tes questions paranoïaques. Peut-être qu'une longue marche sous la pluie te rappellera qui gère l'argent dans cette famille. Je pensais à la boucle d'oreille en perles qui se trouvait dans mon coffret à bijoux à la maison. La boucle d'oreille de Sophia, trouvée sous notre lit 2 jours plus tôt. Les 10 000 € lui avaient probablement permis d'acheter quelque chose de joli, mais je n'en ai pas parlé. Pas encore. Tout devait se passer dans le bon ordre, comme Mathias et moi l'avions répété. « Il va y avoir un orage », ai-je dit en montrant le ciel qui s'assombrissait. « Alors tu ferais mieux de commencer à marcher », a-t-il répondu en tapotant le volant avec ses doigts. « À moins que tu ne veuilles t'excuser tout de suite et admettre que tu avais tort. » Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'être ici avec moi aujourd'hui. Si vous pensez que personne ne mérite d'être abandonné dans une tempête, littérale ou métaphorique, pensez à vous abonner. C'est gratuit et cela permet à ces histoires importantes d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Il y a 6 mois, je me serais excusée. Il y a 6 mois, je croyais encore que notre mariage pouvait être sauvé. C'était avant que je ne trouve la 2e série de livres comptables de son entreprise. Avant les retraites mystérieux, avant de découvrir qu'il avait lentement transféré nos actifs vers des comptes qu'il contrôlait seul. Dès que j'ai commencé à poser des questions, il est devenu méchant. Ce soir, il est allé trop loin, mais c'était aussi une erreur de sa part. « Je vais marcher », ai-je dit en ouvrant la porte. « Bon choix. Peut-être qu'une fois rentré chez toi, tu te souviendras de ta place. » Je suis sortie sur le tarmac fissuré. L'aire de service était abandonnée depuis des années, juste un bâtiment sombre aux fenêtres condamnées et un parking envahi par les mauvaises herbes. Stéphane l'avait choisi précisément pour son isolement. Il en avait parlé la semaine dernière, avec désinvolture, alors que nous passions devant en voiture. « Imagine-toi coincé ici, à des kilomètres de tout », avait-il dit. C'est là que j'ai compris ce qu'il avait en tête. Le moteur de l'Audi a vrombi. À travers la vitre côté passager, je l'ai vu consulter son téléphone, probablement pour envoyer un SMS à Sophia, lui annonçant que le travail était fait. Puis, il a démarré, les pneus crissant légèrement sur le bitume usé, me laissant seul dans l'obscurité grandissante. J'ai compté jusqu'à 60, regardant ses feux arrière disparaître au détour du virage. Puis, j'ai marché calmement vers la station-service abandonnée où était cachée la Mercedes noire de Mathias. Mon frère est sorti, tenant un parapluie et un thermos de café. « Tu as tout enregistré ?» m'a-t-il demandé. Chaque mot. J'ai sorti mon téléphone et arrêté l'enregistrement. Il a vraiment dit que je devais me rappeler ma place. Mathias secoua la tête. « Ça a déjà été assez dur de le voir te contrôler pendant 3 ans. Mais ça, dit-il en montrant la station-service vide, c'est de l'abandon criminel. Isabelle va se régaler avec cet enregistrement. » J'ai accepté le café avec gratitude, sentant la chaleur se répandre dans mes mains. La pluie commençait à tomber, de grosses gouttes frappant le béton fissuré. Au matin,
Stéphane penserait que j'avais passé la nuit à marcher sous la pluie, brisée et humiliée. Il s'attendrait à me trouver recroquevillée sur le pas de notre porte, prête à implorer son pardon. Claudia est prête ? Demandai-je. Elle a surveillé les comptes toute la soirée. Dès qu'il a transféré ses 10 000 $ cet après-midi, elle a tout documenté. L'audit judiciaire remonte à 2 ans. Il a transféré de l'argent vers des comptes suisses. Il prévoyait probablement de divorcer une fois qu'il aurait caché suffisamment d'argent. Et Isabelle dépose les papiers d'urgence demain matin à 9 h ? Abandon, abus financiers, fraude. Elle dit qu'avec l'enregistrement de ce soir et tout ce que nous avons rassemblé, il ne saura pas ce qui lui arrive. Nous sommes montés dans la Mercedes de Mathias juste au moment où le ciel s'est ouvert et où la pluie s'est mise à marteler le pare-brise. J'ai pensé à Stéphane rentrant chez lui satisfait de sa cruelle leçon, se servant peut-être un cognac pour fêter le fait d'avoir remis sa femme à sa place. Il ne savait pas qu'il y a 8 mois, lorsqu'il avait commencé à cacher de l'argent, j'avais engagé ma propre équipe. Mathias avait installé des caméras dans toute notre maison sous prétexte d'améliorer la sécurité. Claudia, une comptable judiciaire spécialisée dans les affaires d'abus financiers, avait suivi chaque euro. Isabelle, l'une des avocates spécialisées en divorce les plus impitoyables de Munich, avait constitué un dossier qui remplissait désormais 3 boîtes. Les enregistrements de la maison ont été téléchargés avec succès, a déclaré Mathias en vérifiant son téléphone. Nous l'avons filmé mardi dernier, amenant Sophia là-bas, pendant que vous étiez chez votre mère. Ils ont utilisé ton lit. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas du chagrin, celui-ci était passé depuis des mois. C'était de la détermination, dure et cristalline. Il préparait ça depuis un moment, ai-je dit. L'escalade, le contrôle financier, l'isolement de ses amis, les schémas classiques de l'abus. Isabelle dit que les juges ne voient pas d'un bon œil les maris qui abandonnent leur femme pour la punir. Mathias conduisait prudemment dans la tempête, empruntant des routes secondaires pour éviter toute possibilité que Stéphane nous voie. Nous avions planifié cet itinéraire des semaines qu'à l'avance, allant même jusqu'à faire des essais. Chaque détail comptait. La chambre d'hôtel avait été réservée sous mon nom de jeune fille, payée en espèces que Mathias avait retirées progressivement au cours des 2 derniers mois. Les vêtements dont j'aurais besoin s'y trouvaient déjà, ainsi que des copies de tous les documents. Tu sais qu'il viendra te chercher si tu ne te présentes pas ce soir, dit Mathias. Laisse-le faire. Les caméras de sécurité de l'hôtel montreront que je me suis enregistrée seule, trempée, traumatisée. Le réceptionniste témoignera que je pouvais à peine parler à travers mes larmes. Isabelle m'a appris exactement quoi dire et comment agir. La pluie s'intensifiait à mesure que nous roulions vers la ville. Stéphane devait être rentré chez lui à présent, probablement en train de boire son 2e verre, peut-être en train d'appeler Sophia pour se vanter de m'avoir donné une leçon. Demain matin, il se réveillerait en s'attendant à me trouver brisée. Au lieu de cela, il trouverait ses avoirs gelés, son bureau fermé à clé, et les enquêteurs de la Bafin qui l'attendaient pour discuter des irrégularités que Claudia avait découvertes dans les comptes de son fonds d'investissement. « Es-tu prête ?» demanda Mathias alors que l'hôtel apparaissait. Je pensais à la femme que j'étais il y a 3 ans, indépendante et couronnée de succès avant que Stéphane ne démantèle systématiquement ma vie. Je pensais à l'enregistrement sur mon téléphone, à sa voix froide me disant de sortir et de marcher 37 kilomètres sous la tempête. Je pensais à la boucle d'oreille de Sophia, au compte bancaire vide et au contrat de mariage qu'il avait caché dans son bureau et qui m'aurait laissé sans rien. « Je suis prête depuis 8 mois, répondis-je. Il vient juste de me donner la dernière preuve dont j'avais besoin. Mathias s'arrêta devant l'entrée latérale de l'hôtel. Je pris le petit sac que nous avions préparé, juste assez pour donner l'impression que je m'étais enfuie sans rien, et sortis sous la pluie. Il était temps de jouer le rôle de la femme traumatisée, abandonnée et effrayée. Demain, Stéphane apprendrait qui avait vraiment besoin d'une leçon. Le hall de l'hôtel me semblait incroyablement lumineux, après l'obscurité extérieure. De l'eau coulait de mes cheveux sur le sol en marbre alors que je m'approchais de la réception. Mes mains tremblant, juste assez pour être convaincante. La réceptionniste de nuit, une jeune femme aux yeux bienveillants, a immédiatement pris une pile de serviettes. « Oh mingotte, vous allez bien ?» Elle se précipita derrière le comptoir et enroula une serviette autour de mes épaules. « Mon mari », parvins-je à dire d'une voix brisée. Il m'a laissé dans une aire de service. Sous la tempête, j'ai dû marcher pendant des kilomètres avant que quelqu'un ne m'aide.
Son visage passa de l'inquiétude à l'horreur. Parfait. Chaque mot serait consigné dans le rapport d'incident de l'hôtel, comme Isabelle me l'avait demandé. La réceptionniste me guida vers une chaise et m'apporta un thé chaud pendant qu'elle s'occupait de mon enregistrement. Je lui donnai mon nom de jeune fille, Elena Weber, et payai avec la carte de crédit d'urgence que j'avais ouverte 6 mois auparavant, celle dont Stéphane ne savait rien. La chambre 412 était petite mais propre, avec vue sur les lumières de la ville brouillée par la pluie. J'ai verrouillé la porte, mis la chaîne, et enfin, je me suis autorisée à respirer. Puis, j'ai sorti mon deuxième téléphone, celui que Mathias m'avait donné, et j'ai écouté l'enregistrement que j'avais fait dans la voiture. La voix de Stéphane remplissait la pièce, froide et mesurée. Tu te crois très malin, n'est-ce pas? Appeler mon comptable derrière mon dos. Poser des questions sur nos finances comme si tu pouvais comprendre les réponses. Ma propre voix, soigneusement contrôlée. C'est notre argent, Stéphane. J'ai le droit de savoir où il va. Notre argent. Son rire était aigu. Je le gagne, je le gère. Tu le dépenses en produits bio hors de prix et en galas de charité ridicules. 70 € pour des légumes bio la semaine dernière, Elena. 70 €. Je me souvenais de cette sortie shopping. J'avais acheté des ingrédients pour le dîner qu'il avait insisté pour organiser pour ses clients. Le même dîner où il avait dépensé 800 € en vin sans sourciller. L'enregistrement continuait. Tu m'as embarrassé à la fête des Hoffman en me contredisant au sujet des marchés asiatiques devant mes collègues. Où as-tu trouvé ces opinions? Dans une émission matinale? J'ai un MBA de l'INSEAD, Stéphane. J'ai travaillé dans la banque d'investissement pendant 5 ans avant notre rencontre. Avant que je te sauve de cette carrière médiocre, tu veux dire. Tu analysais les actions à faible capitalisation dans une entreprise de 3e ordre. Je t'ai offert une vie que tu n'aurais jamais pu avoir par toi-même. Je fermai les yeux, me souvenant de la femme que j'étais à la Deutsche Bank. Je n'analysais pas des actions cotées en 100. Je gérais un portefeuille d'une valeur de 30 millions d'euros. Mais Stéphane avait réécrit l'histoire tellement de fois que parfois, même moi, j'en oubliais la vérité. Mon téléphone vibra. Un SMS de Mathias. Claudia a trouvé quelque chose. 3 autres comptes au Luxembourg. Il transfère de l'argent depuis 18 mois. 18 mois. Je repensais au moment où les choses avaient commencé à changer. Son intérêt soudain pour les comptes séparés à des fins d'optimisation fiscale. Le conseiller financier qui était apparu sans explication. Les documents qu'il m'avait demandé de signer sans les lire parce que ce n'est que de la routine, fais-moi confiance. Un autre SMS, cette fois d'Isabelle. La juge Muller a accepté une audience d'urgence demain à 14 heures, apporte l'enregistrement. La juge Patricia Muller avait la réputation de voir clair dans le jeu des hommes comme Stéphane. Elle avait présidé 3 affaires très médiatisées d'abus financiers au cours de l'année écoulée, qui s'étaient toutes soldées par des verdicts favorables aux épouses. Isabelle avait spécifiquement attendu son tour. J'ai enfilé les vêtements secs que j'avais cachés ici hier dans mon sac d'urgence. Puis, je me suis assise à mon petit bureau et j'ai commencé à écrire. Pas la déclaration qu'Isabelle m'aiderait à peaufiner pour le tribunal, mais des notes pour moi-même, des rappels de qui j'étais vraiment sous la personne que Stéphane avait essayé de créer. J'ai écrit à propos de la promotion que j'avais refusée parce que Stéphane disait que les déplacements mettraient notre mariage à rude épreuve. L'opportunité d'investissement que j'avais identifiée et qui aurait triplé mes économies personnelles, si j'avais encore eu des économies personnelles. L'amitié avec ma colocataire à l'université, qui avait pris fin lorsque Stéphane m'avait convaincue qu'elle était jalouse de notre bonheur. Mon téléphone a sonné. La sonnerie de Stéphane. J'ai laissé le répondeur prendre le message, puis je l'ai écouté en mode haut-parleur, l'enregistrant avec mon deuxième téléphone. Elena, c'est ridicule. Ça fait 3 heures. J'ai compris la leçon, d'accord? Rappelle-moi et je viendrai te chercher. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. 10 minutes plus tard, un autre appel. Cette fois, sa voix était plus dure. Je sais que tu as ton téléphone. Arrête de faire l'enfant et rappelle-moi. Si tu essaies de m'inquiéter, ça ne marche pas. Je vais me coucher. Tu n'as qu'à rentrer toute seule. Mais je sentais qu'il commençait à s'inquiéter. Il commençait à comprendre que quelque chose n'allait pas. D'habitude, j'appelais toujours à cette heure-là. Je m'excusais et je revenais en rampant. Le silence venait perturber son scénario. À minuit, Sophia a appelé. J'ai failli ne pas reconnaître le numéro, mais quelque chose m'a poussé à répondre, sans rien dire.
Allô, Elena? Sa voix était incertaine. Stéphane m'a demandé de t'appeler. Il est inquiet. Il m'a dit que vous vous étiez disputés et que tu ne répondais pas à ses appels. Il veut que tu saches qu'il est désolé et que tu devrais rentrer à la maison. Stéphane ne s'excusait jamais, n'admettait jamais ses torts. Le fait qu'il ait envoyé sa maîtresse pour présenter de fausses excuses montrait à quel point il était déséquilibré. J'ai raccroché sans dire un mot. À 1 heure du matin, les appels arrivaient toutes les 15 minutes. Stéphane, sa mère Margaret, même son associé Klaus. J'ai noté chacun d'entre eux, leurs numéros, leurs heures, leurs messages de plus en plus frénétiques. L'épouse abandonnée était censée être désespérée et avoir besoin d'aide, pas rester silencieuse. J'ai commandé le service d'étage en le facturant sur la carte. Une soupe, une salade et un verre de Riesling. Que la facture montre que j'étais suffisamment calme pour manger. Qu'elle prouve que je ne m'effondrais pas comme Stéphane s'y attendait. À 2h30, j'ai reçu un SMS qui m'a fait sourire. Il ne venait pas de Stéphane, mais de notre voisine, Frotchen. J'ai vu Stéphane dans son allée avec une lampe torche en train de regarder sous votre voiture. Puis il est parti rapidement. Tout va bien? Il cherchait ma voiture, ignorant que Mathias l'avait déplacée 2 jours plus tôt dans un parking longue durée à l'autre bout de la ville. Une preuve supplémentaire que j'avais prévu de partir, que son abandon n'avait fait qu'accélérer mon projet. J'ai écarté les rideaux et j'ai regardé la tempête qui faisait rage sur Munich. Quelque part, Stéphane commençait à réaliser que son monde parfaitement contrôlé était en train de s'effondrer. Il pensait m'avoir donné une leçon sur le pouvoir et la place. Demain, lorsque les marchés ouvriraient et qu'il découvrirait que ses comptes offshore étaient nets et gelés, que sa carte d'accès ne fonctionnerait plus au bureau, que les enquêteurs de la BaFin se présenteraient avec des questions sur les irrégularités découvertes par Claudia, il comprendrait qui avait vraiment enseigné quoi à qui. La pluie martelait la fenêtre comme si elle essayait de la briser. 8 mois de planification, de documentation, de simulation d'une épouse soumise tout en préparant un dossier qui le détruirait. Tout cela menait à ce moment, cette tempête parfaite qu'il avait lui-même provoquée. Je réglais mon réveil à 7 heures, sachant que je devrais avoir l'air suffisamment bouleversé pour l'audience d'urgence. Isabelle me rejoindrait à midi pour nous préparer. Mais pour l'instant, pendant ces quelques heures, je restais assise dans l'obscurité et ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis 3 ans. La liberté. Le soleil matinal traversa les rideaux de l'hôtel à 7 heures pile. Mais j'étais réveillée depuis 5 heures, assise à mon petit bureau, mon ordinateur portable ouvert sur notre compte joint. Les soldes correspondaient exactement à ce que j'avais prévu. Stéphane avait déjà transféré 20 000 euros supplémentaires à 6h47. Il paniquait, essayant de cacher des actifs avant que je ne puisse y accéder. Trop tard. Claudia avait déjà tout documenté. À midi, ma suite d'hôtels s'était transformée en centre de commandement. Claudia est arrivée la première, avec 2 valises remplies de documents imprimés, son maquillage habituellement parfait, légèrement estompé par une nuit de travail. Elle étala méthodiquement tout sur la table à manger, relevés bancaires, relevés de virements SWIFT, documents fiscaux falsifiés, chaque pile étiquetée avec des onglets de couleur. Les comptes luxembourgeois sont gelés depuis 9 heures ce matin, dit-elle en ouvrant un tableur sur son ordinateur portable. Stéphane a essayé d'y accéder à l'aube. 3 tentatives infructueuses. Il est probablement en train de détruire son bureau en ce moment même. Isabelle entra à son tour, son téléphone collé à l'oreille, parlant dans un jargon juridique rapide que je ne comprenais qu'à moitié. Elle mit fin à l'appel et se tourna vers moi avec une expression de satisfaction sinistre. La juge Muller a reporté notre audience à 13 heures. Elle veut traiter cette affaire immédiatement. De plus, Stéphane a engagé le docteur Schwartz. Le requin ? Demanda Mathias en entrant avec une boîte de matériel de surveillance. Celui qui a fait acquitter ce dirigeant pharmaceutique l'année dernière. Schwartz n'est pas donné. Stéphane a dû liquider quelque chose d'important pour pouvoir se le permettre. Je ressentis un élan d'inquiétude, mais Isabelle posa une main rassurante sur mon épaule. Schwartz est bon, mais il ne peut pas contester les preuves vidéo et les documents financiers. De plus, il se lance dans cette affaire sans préparation. Nous avons eu 8 mois pour nous préparer. Mathias connecta son ordinateur portable à la télévision et afficha les images de surveillance de notre maison. J'ai compilé les moments forts, si on peut les appeler ainsi. Je te préviens, Elena, ce n'est pas facile à regarder. Le premier clip montrait Stéphane dans son bureau à 2 heures du matin, il y a 3 semaines. Je dormais à l'étage, assommé par les somnifères qu'il avait commencé à me suggérer de prendre pour mon anxiété.
À l'écran, Stéphane photographiait soigneusement des documents provenant de notre coffre-fort, puis les remettait exactement à leur place. Il s'agissait de nos portefeuilles, d'investissements communs, des formulaires de procuration de ma mère et de l'acte de propriété du chalet alpin que ma grand-mère m'avait laissé. Il a constitué un dossier en double, expliqua Claudia, en créant des faux avec des modifications subtiles. Si tu ne t'en étais pas aperçu, il aurait pu remplacer petit à petit les originaux. Le clip suivant était pire. Stéphane et Sophia dans notre salon, il y a 2 mois, alors qu'il m'avait dit qu'il était à un dîner avec un client à Francfort. Elle portait ma robe de chambre, celle en soie de notre lune de miel à Paris. Il riait à propos de quelque chose sur son téléphone. Monte le son, ai-je dit, même si j'avais l'estomac noué. La voix de Stéphane a rempli la pièce. Elle m'a vraiment cru quand je lui ai dit que la conférence était obligatoire. Je l'ai bien formée. Encore quelques mois et tout sera transféré. Ensuite, nous pourrons mettre fin à cette mascarade. Le rire de Sophia était comme des ongles sur du verre. Le contrat de mariage stipule vraiment qu'elle n'aura rien? Le contrat n'a aucune importance. Elle ne le contestera jamais. Elena n'en a pas le courage. Quand elle réalisera ce qui se passe, nous serons au Costa Rica et elle sera trop brisée pour réagir. Mathias mit la vidéo en pause. La pièce était silencieuse, à l'exception du ronronnement de la climatisation. Je me levai, me dirigeai vers la fenêtre et contemplai la ville en contrebas. Quelque part là-bas, Stéphane était probablement dans son bureau, essayant de comprendre pourquoi son accès à l'ordinateur avait été révoqué, pourquoi son assistant ne pouvait pas joindre la banque, pourquoi tout s'écroulait. Il y a plus, dit Mathias doucement. Tu veux voir? J'acquiesçai. Le clip suivant montrait Stéphane au téléphone dans notre garage, faisant les 100 pas entre nos voitures. La date indiquée était mardi dernier, lorsque j'étais à mon club de lecture. Jennifer a été parfaite, disait-il. Elle ne se doute pas que j'enregistre nos conversations. Elle m'a donné tous les détails sur la succession de la mère d'Elena, le diagnostic d'Alzheimer qu'ils cachent, le fonds fiduciaire de leur père. Il vaut près de 2 millions, et Elena ne sait même pas qu'il existe. Mes jambes se sont mises à trembler. Jennifer, ma petite sœur, que je protégeais depuis des années de son addiction au jeu, que j'avais couverte auprès de nos parents d'innombrables fois. Elle fournissait à Stéphane des informations sur notre famille, sur de l'argent dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Quand l'a-t-il contacté? Ai-je demandé d'une voix à peine audible. Claudia a sorti les relevés téléphoniques. Le premier contact remonte à 13 mois. Les appels réguliers ont commencé il y a 10 mois, toujours quand tu n'étais pas à la maison. Il a payé ses dettes en échange d'informations. Isabelle a regardé sa montre. Nous devons partir pour le tribunal dans 30 minutes. Elena, es-tu prête pour ça? Le voir aujourd'hui? Je me suis détournée de la fenêtre. Montre-moi le reste d'abord. J'ai besoin de tout savoir. Mathias a cliqué sur un autre dossier. Ceux-ci proviennent de l'ordinateur de son bureau. J'ai demandé à un contact dans le service informatique de les récupérer avant que l'accès de Stéphane ne soit coupé ce matin. L'écran s'est rempli d'emails échangés entre Stéphane et son avocat, datant d'il y a 6 mois. L'objet était « Projet nouveau départ ». À l'intérieur se trouvaient des plans détaillés pour divorcer de moi, y compris des tactiques psychologiques pour me faire douter de moi-même, des manœuvres financières pour me laisser sans ressources, et même des suggestions pour augmenter progressivement la violence psychologique afin de me rendre plus docile pendant la procédure. Une ligne ressortait particulièrement. La clé est de lui faire croire qu'elle devient folle, manipuler-la constamment, cacher des choses, nier les conversations, contredisait ses souvenirs. Au moment où nous déposerons la demande, elle sera trop instable pour se battre efficacement. Piccarta. J'ai repensé à toutes les fois où, au cours de l'année écoulée, Stéphane m'avait dit que je me souvenais mal des choses. La réservation au restaurant que j'avais faite et dont il jurait que je ne lui avais jamais parlé. La conversation au sujet de ma visite chez mes parents qu'il prétendait n'avoir jamais eue. Les bijoux qui avaient disparu, puis réapparus dans des endroits étranges. J'avais commencé à noter secrètement ces incidents, pensant que je perdais la tête. Il suivait un scénario, a déclaré Isabelle. Cet avocat, le docteur Stern, est spécialisé dans les divorces de personnes fortunées où l'un des conjoints veut laisser l'autre sans rien. Il fait actuellement l'objet d'une enquête de l'Ordre des avocats pour violation de l'éthique. Claudia a sorti un dernier document. C'est ce qui a déclenché notre dépôt d'urgence ce matin.
Stéphane a transféré 3,2 millions d'euros des comptes clients de son fonds vers un compte personnel au Panama hier après-midi, juste avant de t'abandonner. Il a dû penser qu'il aurait plus de temps avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Il était en fuite, ai-je dit, comprenant soudain tout. L'abandon n'était pas seulement une question de contrôle. Il savait que quelque chose se préparait. La Baffine a reçu une information anonyme hier matin, dit Isabelle avec un léger sourire, concernant des irrégularités dans les rapports de son fonds. Je la regardai. Vous, Claudia, en fait? Une fois qu'elle a documenté le détournement de fonds, nous avions l'obligation de le signaler. Le poids des crimes de Stéphane était stupéfiant. Il ne s'agissait pas seulement de notre mariage ou de son aventure. C'était un criminel qui m'avait utilisé comme couverture pendant qu'il pillait les comptes de ses clients et préparait sa fuite. L'homme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 3 ans était capable de détruire non seulement moi, mais aussi des dizaines d'investisseurs innocents qui lui avaient confié leurs économies pour la retraite. La juge Muller doit voir tout cela, ai-je dit en rassemblant mes forces. Chaque document, chaque enregistrement, chaque élément de preuve. Isabelle a souri, le genre de sourire qui m'a rappelé pourquoi elle n'avait jamais perdu une affaire d'abus financier. Elle verra tout. Et ensuite, Stéphane Richter apprendra ce que c'est que de tout perdre. Les couloirs du palais de justice étaient en marbre et en acajou, conçus pour intimider. Je les ai parcourus dans mon plus beau costume, celui que Stéphane n'avait jamais vu, car je l'avais acheté le mois dernier, spécialement pour cette occasion. Isabelle marchait à mes côtés, mallette à la main, tandis que Mathias me suivait de l'autre côté. Nous sommes entrés dans la salle d'audience 4B à 12h55 précise. Stéphane était déjà là, assis à côté du docteur Schwartz, dont la coupe de cheveux à 1 000 € ne pouvait cacher les rides de stress autour de ses yeux. Stéphane semblait plus petit, sa prestance habituelle diminuée par ses vêtements froissés et les cernes sous ses yeux. Il avait clairement dormi dans son bureau. Quand il m'a vu, son expression est passée de l'épuisement à la rage pure. « Levez-vous », a annoncé l'huissier. La juge Patricia Muller est entrée, sa robe noire ajoutant de la gravité à une atmosphère déjà tendue. Elle a pris place et a immédiatement commencé à examiner les documents devant elle, ses lunettes de lecture perchées sur le nez. Nous sommes ici pour une requête d'urgence déposée par Elena Richter concernant les biens matrimoniaux et l'abandon conjugal, commença-t-elle, sa voix reflétant l'autorité de quelqu'un qui avait vu tous les types de désastres conjugaux. Docteur Schwartz, je vois que vous venez d'être engagé ce matin. Oui, votre honneur. Nous demandons un report afin d'examiner correctement. Refusé. Votre client aurait abandonné sa femme dans des conditions dangereuses, hier soir. Le temps presse. Elle se tourna vers Isabelle. Maître, présentez vos preuves. Isabelle se leva, aussi douce que de la soie. Votre honneur, hier, vers 20h47, Stéphane Richter a délibérément abandonné sa femme dans une aire de service située à 37 km de leur domicile, alors qu'une violente tempête faisait rage. Nous disposons d'un enregistrement audio de l'incident. Elle diffusa l'enregistrement dans la salle d'audience. La voix de Stéphane résonna dans la pièce, froide et claire. « Tu as besoin d'une leçon, Elena. Rentrer à pied à la maison t'apprendra peut-être le respect. » Je vis le visage de Stéphane pâlir. Schwartz se pencha vers lui et lui murmura quelque chose avec véhémence. Stéphane secoua la tête en gesticulant. De plus, a poursuivi Isabelle, Monsieur Richter a systématiquement dissimulé des biens matrimoniaux pendant 18 mois. Nous avons des documents attestant l'existence de comptes offshore totalisant 8 millions d'euros, ainsi que des preuves de détournement de fonds provenant de son fonds d'investissement pour un montant total de 3,2 millions d'euros. Objection. Schwartz s'est levé. Ce sont des allégations non fondées. Alors prouvons-les, dit Isabelle calmement, en produisant une pile de documents bancaires. Pièce AAF, votre honneur. Virement SWIFT vers des comptes au Luxembourg et en Suisse, tous initiés par M. Richter à l'insu et sans le consentement de son épouse. La juge Muller examina les documents, son expression s'assombrissant à chaque page. « Monsieur Richter, avez-vous abandonné votre femme hier soir ?» Stéphane se leva et redressa sa cravate. « Votre honneur, il y a eu un malentendu. Ma femme et moi avons eu une dispute. »
C'est une question à laquelle vous devez répondre par oui ou par non, monsieur Richter. Je. Je l'ai laissée dans une aire de service, mais. Pendant une tempête, à 37 kilomètres de chez vous, elle avait son téléphone. Elle aurait pu appeler quelqu'un. La juge haussa les sourcils. Quelle attention de votre part. Elle se tourna vers Isabelle. Continuez. Isabelle afficha les relevés financiers sur l'écran de la salle d'audience. Monsieur Richter a également eu une liaison extra-conjugale avec son assistante, Sofia Rodriguez, utilisant les fonds du couple pour acheter des cadeaux et financer des voyages. Cela inclut un collier de perles d'une valeur de 12 000 euros, déclaré volé, à l'assurance mais en réalité offert à Madame Rodriguez. Mon téléphone vibra. Un SMS de Mathias. Ils sont là. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et Thomas Klein, de la Bafin, entra, suivi de 2 agents de la police fédérale. Stéphane tourna brusquement la tête et pour la première fois, je vis une véritable peur dans ses yeux. Votre honneur, s'adressa Klein à la juge. Je m'excuse pour cette interruption. Nous avons un mandat d'arrêt contre Stéphane Richter pour fraude et détournement de fonds. Schwartz bondit. Votre honneur, c'est tout à fait irrégulier. Tout comme voler 3,2 millions d'euros sur les comptes de clients, répondit sèchement la juge Muller. Elle regarda les agents. Messieurs, veuillez attendre la fin de l'audience. M. Richter ne va nulle part. Stéphane s'effondra sur sa chaise. Son téléphone, posé sur la table de l'accusé, s'alluma, sonnant sans discontinuer. Je pouvais voir les noms défiler, sa mère, son associé Klaus, et à plusieurs reprises, Sophia. Compte tenu des preuves présentées, poursuivit la juge Muller, j'accorde l'injonction d'urgence. Tous les biens matrimoniaux sont gelés dans l'attente de l'enquête. Madame Richter se voit accorder l'usage exclusif du domicile conjugal et une pension alimentaire temporaire de 10 000 euros par mois. Monsieur Richter, vous êtes condamné à rester à 500 mètres de votre femme. 10 000 euros par mois s'écria Stéphane en se levant malgré les tentatives de Schwartz pour le retenir. C'est fou. Elle n'a pas besoin. Monsieur Richter, vous avez abandonné votre femme en pleine tempête après avoir caché des millions d'euros d'actifs. Je fais preuve de générosité en ne vous condamnant pas pour outrage au tribunal. Asseyez-vous. Alors que Stéphane s'effondrait sur sa chaise, mon téléphone sonna. Le nom de Jennifer apparut à l'écran. Je refusai l'appel, mais elle rappela immédiatement, encore et encore. Isabelle se pencha vers moi. Vous devriez documenter tout ça. J'acquiesçai et fis une capture d'écran du journal des appels. 17 appels de Jennifer au cours de l'heure écoulée. 43 de Stéphane depuis la nuit dernière. 22 de sa mère, Margaret. Même quelques-uns provenant de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des collègues ou des clients de Stéphane qui avaient entendu parler de l'enquête fédérale. Thomas Klein s'approcha de notre table pendant que la juge finalisait ses ordonnances. Madame Richter, nous aurons besoin de votre coopération dans le cadre de notre enquête. Votre avocat a mentionné que vous disposiez de preuves supplémentaires? J'acquiesçai. 8 mois de documentation, des documents financiers, des enregistrements, des emails, tout. Bien. Votre mari risque entre 15 et 20 ans de prison s'il s'est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Stéphane avait dû l'entendre, car il se leva soudainement et me désigna du doigt. C'est toi qui as fait ça. Tu m'as piégé. Tout ça n'était qu'un piège. Le juge Muller a frappé son marteau avec force. Monsieur Richter, contrôlez-vous, ou je vous ajoute une accusation d'outrage au tribunal. Elle avait tout prévu, a continué Stéphane, complètement hors de lui. L'enregistrement, les documents. Elle savait que j'allais la laisser là-bas. Vous admettez donc l'avoir abandonnée? A demandé le juge. Schwartz a physiquement tiré Stéphane vers le bas, mais le mal était fait. Stéphane venait d'avouer en audience publique, devant les enquêteurs fédéraux, m'avoir délibérément abandonné. Alors que nous nous apprêtions à partir, Sophia a fait irruption dans la salle d'audience. Sa robe de créateur était froissée, ses cheveux soigneusement coiffés étaient en bataille. Elle a regardé autour d'elle avec frénésie jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Stéphane. « Tu as dit que tu étais divorcé !» hurla-t-elle à travers la salle d'audience. « Tu as dit que les papiers étaient déjà remplis. Tu as dit qu'elle était folle et qu'elle inventait tout. » Le juge soupira. « Madame, veuillez quitter ma salle d'audience. » Mais Sophia n'en avait pas fini. Elle sortit son téléphone et l'agita en l'air.
J'ai des SMS, des enregistrements. Il m'a promis qu'on allait se marier. Il a dit que l'argent était à lui. Les yeux de Thomas Klein s'illuminèrent. Il s'approcha prudemment de Sophia. Madame, nous aimerions beaucoup vous parler. La destruction de Stéphane était totale. Sa maîtresse allait témoigner contre lui. Ses avoirs étaient gelés. Des agents fédéraux attendaient pour l'arrêter. Et l'image qu'il avait soigneusement construite s'était effondrée en moins d'une heure. Alors que nous sortions, laissant Stéphane entre les mains de la police fédérale, mon téléphone vibra pour m'annoncer un dernier message. Il provenait de Margaret, la mère de Stéphane. « J'espère que tu es satisfait d'avoir détruit un homme bien à cause d'une jalousie mesquine. » Je l'ai supprimé sans répondre. Margaret allait bientôt apprendre que son fils n'était pas un homme bien. C'était un criminel qui avait été démasqué. Et ce n'était pas moi qui l'avais détruit. Il s'était détruit lui-même. Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes lorsque nous sommes sortis. Quelqu'un avait divulgué l'affaire, probablement un greffier qui avait reconnu le nom de Stéphane dans les pages financières. Des micros se sont tendus vers nous, tandis qu'Isabelle me guidait à travers la foule, sa main fermement posée sur mon coude. « Madame Richter, est-il vrai que votre mari a volé des millions ? Elena, depuis combien de temps planifiez-vous cela ? Allez-vous porter d'autres accusations ? » Isabelle s'avança, sa voix tranchant dans le chaos. « Ma cliente ne fera aucune déclaration pour le moment. L'enquête fédérale est en cours. » Nous nous frayâmes un chemin jusqu'à la Mercedes de Mathias et j'aperçus le camion de la chaîne d'information du soir qui s'installait de l'autre côté de la rue. D'ici ce soir, le visage de Stéphane serait sur toutes les chaînes locales. Le Golden Boy des sociétés d'investissement munichoises, arrêté pour détournement de fonds et fraude. Margaret devait être en train de mourir à l'intérieur. De retour à l'hôtel, je m'effondrais sur le canapé pendant qu'Isabelle nous versait de l'eau. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis que nous avions quitté le tribunal. Je fis défiler les messages, chacun exprimant un choc ou un jugement différent. Un SMS de mon coiffeur, je viens de voir les infos. Bravo, Schatz. De Richard, le partenaire de golf de Stéphane. Tout cela n'est qu'un malentendu, n'est-ce pas ? Stéphane ne ferait jamais ce qu'ils disent. De 3 voisins différents, des variantes de « Nous avons toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui ». Le message le plus intéressant venait de Klaus Morrison, l'associé de Stéphane. « Elena, nous devons parler. Il y a des choses que vous devez savoir au sujet du fonds. Des choses qui ne figuraient pas dans le dossier fédéral. » Isabelle a lu par-dessus mon épaule. « Organiser une réunion. Enregistrer tout. » À 16 heures, les informations locales ont révélé l'affaire. Le titre défilait en bas de l'écran. Un gestionnaire de fonds important arrêté pour détournement de fonds après avoir abandonné sa femme. Ils avaient déjà obtenu la photo d'identité judiciaire de Stéphane. Il avait l'air hagard, ses cheveux habituellement parfaitement coiffés étaient ébouriffés. Son costume de marque avait été remplacé par un uniforme de prisonnier. Le journaliste se tenait devant notre maison, ma maison désormais, décrivant le scandale dans les moindres détails. Des sources proches de l'enquête rapportent que Stéphane Richter aurait abandonné sa femme pendant la violente tempête de la nuit dernière, la laissant bloquée à 37 km de chez elle. Ce matin, des agents fédéraux ont arrêté Richter pour détournement de 3,2 millions d'euros provenant des comptes de clients. Sa femme, Elena Richter, n'a pas pu être jointe pour commenter. Mon téléphone a sonné, c'était encore Jennifer. Cette fois, j'ai répondu. « Elena, s'il te plaît, je dois t'expliquer. Tu lui as parlé du testament de maman, du fonds fiduciaire créé par papa, de son diagnostic. » Silence. Puis, doucement, il a dit qu'il essayait d'aider. Il a dit que tu étais trop stressé pour gérer cette information, qu'il voulait te protéger. Il a payé tes dettes de jeu. Je ne savais pas ce qu'il avait prévu. Je pensais qu'il t'aimait. Il semblait si inquiet, si attentionné. Il a dit que tu étais fragile, que tu avais besoin d'être guidé. J'ai repensé à toutes les fois où Jennifer m'avait appelé, au cours de l'année écoulée, me posant des questions apparemment innocentes. « Comment va maman ? As-tu parlé à son avocat récemment ? Tu te souviens de cette propriété que papa a achetée en Bavière ?» Chaque conversation avait servi à recueillir des informations pour Stéphane. « Il s'est joué de toi, dis-je, tout comme il s'est joué de moi. Elena, je suis vraiment désolée. Quand j'ai vu les informations, quand j'ai réalisé ce qu'il avait fait, j'ai été malade toute la journée. On peut se voir, s'il te plaît ?» Isabelle secoua la tête, mais quelque chose dans la voix de Jennifer me fit hésiter.
Elle semblait vraiment brisée, pas seulement inquiète des conséquences. Demain, dans un lieu neutre, viens seul. Après avoir raccroché, Mathias a ouvert les réseaux sociaux sur son ordinateur portable. Tu dois voir ça. La page Facebook de l'entreprise de Stéphane était en train de s'effondrer. Les clients publiaient n'importe des demandes de remboursement. D'anciens employés partageaient des anecdotes sur des activités suspectes dont ils avaient été témoins. Une femme a écrit: il m'a licencié quand j'ai remis en question des fonds manquants l'année dernière. Maintenant, je sais pourquoi. Mais le coup le plus dévastateur est venu de Sophia. Elle s'était déchaînée sur Instagram, publiant des captures d'écran de leurs conversations par SMS, des photos de leurs voyages financés avec de l'argent volé, et une longue légende détaillant comment Stéphane l'avait manipulée pour lui faire croire que j'étais le méchant. Il m'a dit que sa femme était perturbée émotionnellement, a-t-elle écrit, qu'elle refusait de lui accorder le divorce, qu'elle menaçait de le ruiner s'il la quittait. J'ai cru chaque mot parce qu'il était si convaincant, si sophistiqué. J'étais idiote, mais c'était un maître dans l'art de la manipulation. Les photos étaient accablantes. Stéphane et Sophia en première classe à destination de Paris, levant leur coupe de champagne. Stéphane et Sophia dans le même complexe hôtelier à l'île Maurice où nous avions célébré notre 5e anniversaire. Stéphane et Sophia dans notre lit. Elle avait même publié cette photo, mais Instagram l'avait rapidement supprimée. À 18h, Margaret, la mère de Stéphane, avait publié une déclaration par l'intermédiaire de son avocat. Isabelle l'a lue à haute voix, contenant à peine son rire. La famille Richter est choquée par ces allégations. Nous pensons qu'il s'agit d'une attaque coordonnée, orchestrée par une épouse vindicative à la recherche d'un gain financier. Stéphane Richter est un membre respectable de la communauté qui a été victime d'une femme calculatrice qui l'a épousé pour son argent. Elle va vraiment dans cette direction ? A demandé Mathias. Après ce que tout le monde a entendu au tribunal ? Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre l'avis d'Isabelle, j'ai répondu. Madame Richter ? Ici, Patricia Wang, du Handelsblatt. Nous publions un article sur la fraude systématique dans les sociétés d'investissement spécialisées. Le cas de votre mari s'inscrit dans un schéma plus large sur lequel nous enquêtons. Seriez-vous disposé à partager votre expérience ? Isabelle a pris le téléphone. Je suis l'avocate d'Elena Richter. Toutes les demandes de la presse doivent être adressées à mon cabinet. Elle raccrocha et se tourna vers moi. D'ici demain, ce sera dans tous les journaux nationaux. Stéphane ne s'est pas seulement détruit lui-même. Il est en train de démanteler tout un réseau de gestionnaires de fonds corrompus. La BaFin élargit son enquête. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville. Quelque part dans une prison fédérale, Stéphane était probablement en train de rencontrer Schwartz pour essayer de trouver comment présenter les choses sous un jour favorable. Mais il n'y avait pas de vidéos compromettantes, d'aveux enregistrés ni de millions volés. Mon téléphone s'alluma pour signaler un nouveau message. Celui-ci venait de David Brennan, le plus gros client de Stéphane. Madame Richter, je tiens à vous informer que plusieurs d'entre nous, victimes, avons intenté une action civile contre votre mari. Cependant, nous tenons à préciser que vous n'êtes pas notre cible. Nous savons que vous êtes également une victime. En fait, nous aimerions que vous témoigniez de ce que vous avez observé. L'ironie était parfaite. Stéphane m'avait répété pendant des années que j'étais trop stupide pour comprendre la finance, trop naïve pour saisir les affaires. Maintenant, ses anciens clients voulaient mon témoignage pour l'enterrer. Alors que le soleil se couchait sur Munich, peignant le ciel de la couleur de la justice, je réalisais que la chute publique de Stéphane ne faisait que commencer. Demain, il y aurait d'autres gros titres, d'autres révélations, d'autres personnes qui viendraient raconter des histoires sur l'homme à qui elles avaient confié leur argent. Mais ce soir-là, pour la première fois en 3 ans, je me suis assise dans un silence paisible. Je n'avais plus peur de ses pas, de ses humeurs, de ses paroles cruelles destinées à me rabaisser. L'homme qui m'avait abandonné sous la pluie avait créé sa propre tempête, et maintenant, il s'y noyait. Le lendemain matin, quelqu'un frappa à la porte de ma chambre d'hôtel, ce à quoi je ne m'attendais pas. À travers le Judas, je vis Jennifer debout dans le couloir, son apparence habituellement parfaite complètement défaite. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait une enveloppe en papier kraft contre sa poitrine, et ses yeux étaient rougis par les larmes. J'ouvris la porte, mais ne l'invitai pas à entrer. Je croyais que nous avions convenu de nous rencontrer dans un lieu neutre.
Je ne pouvais pas attendre. Elena, s'il te plaît, il y a des choses que tu dois savoir tout de suite, avant que la baffine ne me parle cet après-midi. Mathias apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre voisine, alerte et protecteur. Je lui fis signe que tout allait bien, puis laissai Jennifer entrer. Elle s'assit sur le bord du canapé et posa l'enveloppe sur la table basse avec des doigts tremblants. Stéphane m'a contacté pour la première fois, il y a 13 mois, commença-t-elle, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il était au courant pour les jeux d'argent. Je ne sais pas comment il l'a découvert, mais il savait que je devais 47 000 euros à des gens très impitoyables. Il m'a proposé de tout payer, sans poser de questions, si j'acceptais de répondre à quelques questions sur les finances de notre famille. Et tu as accepté? Ma voix était neutre, maîtrisée. J'étais désespérée. Il menaçait d'aller voir mon employeur pour ruiner ma carrière. Stéphane semblait sincèrement vouloir m'aider. Il disait que tu étais trop fière pour demander de l'argent à nos parents, qu'il voulait te faire une surprise en résolvant les problèmes familiaux en coulisses. Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit une pile d'emails imprimés. Ce sont nos conversations. Toutes. Je les ai toutes imprimées hier soir quand j'ai compris ce qu'il faisait vraiment. Je pris le premier email, daté d'il y a plus d'1 an. Le ton de Stéphane était chaleureux, attentionné, voire fraternel. Il écrivait qu'il voulait être un meilleur mari, qu'il voulait comprendre la dynamique de ma famille afin de mieux me soutenir. La manipulation était magistrale. Il s'intéressait particulièrement à maman, poursuivit Jennifer. Il voulait connaître son état de santé, son état mental, sa situation financière. Je pensais qu'il prévoyait quelque chose de gentil pour elle, peut-être payé pour de meilleurs soins. Tu lui as parlé de la maladie d'Alzheimer. Jennifer acquiesça, les larmes coulant sur son visage. Elle m'a fait promettre de ne rien te dire. Elle ne voulait pas que tu t'inquiètes. Elle disait que tu avais déjà assez de stress avec Stéphane, qui était si exigeant, mais il était si insistant, si attentionné. Il disait qu'il avait remarqué des signes et qu'il voulait aider. Je continuais à lire. Les emails montraient que les questions de Stéphane devenaient de plus en plus précises au fil du temps. Quels biens nos parents possédaient-ils? Y avait-il des fiducies? Qui était l'exécuteur testamentaire? Jennifer avait répondu à toutes les questions, pensant qu'elle aidait son beau-frère à mieux prendre soin de notre famille. Le mois dernier, il m'a demandé de faire signer des papiers à maman, a déclaré Jennifer. Il a dit que c'était pour des raisons d'assurance, que cela protégerait ses biens si son état s'aggravait. Je les lui ai effectivement apportés, Elena. Heureusement, son avocat était là ce jour-là et a reconnu qu'il s'agissait de documents de transfert de propriété. C'est là que j'ai commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas. Mon téléphone a vibré. David Brennan m'appelait. Je l'ai mis sur haut-parleur pour que Mathias puisse entendre. Madame Richter, je suis désolée de vous déranger, mais c'est urgent. J'ai passé toute la nuit à examiner les dossiers de nos clients. Stéphane ne se contentait pas de voler dans la caisse commune. Il ciblait spécifiquement nos clients âgés, en particulier les veuves. Que voulez-vous dire par cibler? Madame Eleanor Hartmann, par exemple. Son mari est décédé il y a 2 ans, lui laissant tout en lui demandant expressément que Stéphane gère personnellement son portefeuille. En l'espace de 6 mois, Stéphane l'avait convaincue de signer des documents de procuration. Elle pensait lui donner le pouvoir d'effectuer des transactions. Il s'en est servi pour vider ses comptes. Je me suis sentie mal. Eleanor Hartmann avait 78 ans. Je l'avais rencontrée à plusieurs reprises lors d'événements organisés par l'entreprise. C'était une femme adorable qui parlait toujours de ses petits-enfants. Combien lui a-t-il pris? 800 000 euros. Mais le pire, c'est qu'il l'a convaincue qu'elle avait des problèmes de mémoire, qu'elle oubliait les conversations au sujet des retraits qu'elle avait autorisés. Il a manipulé une femme âgée pour lui faire croire qu'elle était atteinte de démence. Mathias prenait déjà des notes, documentant tout pour Isabelle. Cela changeait complètement la donne. Stéphane n'était pas seulement un criminel en col blanc, c'était un prédateur qui s'attaquait spécifiquement aux personnes vulnérables. J'ai des enregistrements, a poursuivi David. J'ai commencé à enregistrer secrètement nos réunions de partenariat il y a 2 ans lorsque j'ai remarqué des incohérences. Je constituais un dossier à présenter aux autorités, mais j'avais peur. Stéphane avait des relations partout. Mais maintenant qu'il est déjà en détention, je veux fournir tout ce que j'ai. Après que David ait raccroché, Jennifer sortit un autre document de son enveloppe. Il y a autre chose. À propos de la succession de papa. Notre père était décédé 5 ans auparavant,
laissant ce que nous pensions être un modeste héritage à partager entre Jennifer et moi. Mais le document qu'elle m'a remis révélait autre chose. Un compte fiduciaire à mon nom, ouvert l'année précédant son décès. Il était déjà au courant de mon addiction au jeu à l'époque, a déclaré Jennifer à voix basse. Il m'aimait, mais il ne me faisait pas confiance avec l'argent. Il a donc mis cela en place pour toi, avec maman comme administratrice. Cela vaut environ 2 millions d'euros. Stéphane l'a découvert par mon intermédiaire et il essaie d'y accéder depuis des mois. Je fixais le document, 2 millions d'euros que mon père avait cachés pour les protéger, à la fois de la dépendance de Jennifer et, sans le savoir, de la cupidité de mon mari. Le compte était détenu dans une petite banque privée en Bavière, une banque que Stéphane n'aurait pas connue sans les informations de Jennifer. Nous devons aller voir maman, dit Jennifer. Aujourd'hui. Elle garde quelque chose pour toi. Elle ne m'en a même pas parlé. Elle a dit qu'elle attendait le bon moment. 1 heure plus tard, nous étions assises dans la chambre de ma mère, dans l'établissement spécialisé dans les troubles de la mémoire. Elle vivait l'un de ces rares moments de lucidité, les yeux brillants et concentrés, tandis qu'elle me tenait la main. J'ai su qui il était dès la première fois que je l'ai rencontré, dit-elle d'une voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. La façon dont il regardait notre maison, évaluant tout comme s'il répertoriait des biens. La façon dont il orientait les conversations vers l'argent. Ton père l'avait remarqué aussi. Elle fouilla dans le tiroir de sa table de chevet et en sortit une petite clé. Un coffre-fort, à la Commerzbank dans la Maximilianstrasse. Ton père y a déposé des choses la semaine avant sa mort. Des documents, des preuves. Des preuves de quoi, maman ? Stéphane a essayé de falsifier ta signature l'année dernière. Des documents de prêt, des transferts de propriété. Le directeur de la banque était un ami de ton père. Il m'a appelé et m'a envoyé des copies de tout. Tout est dans le coffre. Je pris la clé, sentant son poids. Mon père m'avait protégée même après sa mort, et ma mère avait veillé sur cette protection malgré sa mémoire déclinante. Il y a plus, dit maman en serrant ma main plus fort. La Baffine est venue d'ici hier. Pas à propos de l'arrestation de Stéphane, mais à propos de quelque chose de plus important. Ils ont dit que son nom était apparu dans une enquête qui durait depuis 3 ans. Un réseau de gestionnaires de fonds qui ont systématiquement escroqué des clients âgés en Allemagne et en Autriche. Tipflar. La pièce sembla soudainement s'engourdir. Stéphane ne m'avait pas abandonné sous la pluie par simple cruauté ou pour exercer son contrôle. Il savait que la Baffine se rapprochait. Il voulait me briser et me rendre docile, pensant pouvoir m'utiliser comme bouclier ou bouc émissaire lorsque tout s'effondrerait. Il ne s'attendait pas à ce que tu ripostes, dit ma mère avec un petit sourire. Les hommes comme lui ne s'y attendent jamais. Ils pensent que la gentillesse est une faiblesse. Ils sont toujours surpris lorsqu'ils découvrent que ce n'est pas le cas. Alors que nous nous apprêtions à partir, ma mère me serra une dernière fois la main. Ton père serait fier de toi. Tu es plus forte que Stéphane ne l'aurait jamais imaginé. En quittant les lieux, Jennifer à mes côtés et Mathias nous suivant dans sa voiture, je repensais aux multiples couches de tromperie que Stéphane avait construites. Chaque révélation dévoilait un nouveau niveau de sa criminalité. Il n'était pas seulement un mauvais mari ou un gestionnaire de fonds corrompu. Il était au centre d'un réseau d'abus financiers qui avait détruit des dizaines de vies. Mais il avait commis une erreur fatale. Il avait supposé que la femme qu'il avait laissée sous la pluie resterait là, brisée et vaincue. Au lieu de cela, elle était devenue la tempête qui allait balayer tout ce qu'il avait construit sur la souffrance des autres. La Commerzbank de la Maximilianstrasse se dressait comme une forteresse d'argent ancien et de secrets encore plus anciens. Jennifer attendait dans la voiture tandis que Mathias m'accompagnait à l'intérieur, où le coffre-fort que ma mère avait protégé attendait dans une chambre forte climatisée. Le directeur de la banque, Herr Paulsen, se souvenait bien de mon père et manipulait la clé, avec le respect de quelqu'un qui comprenait qu'il faisait partie de quelque chose d'important. À l'intérieur du coffre se trouvait une pile de documents qui me faisaient trembler les mains. Des demandes de prêt falsifiées portant ma signature, datées de 6 mois auparavant. Les documents de transfert de propriété du chalet alpin de ma grand-mère, que Stéphane avait apparemment essayé de vendre à mon insu. Des relevés bancaires de comptes que je n'avais jamais vus, ouverts à mon nom, mais contrôlés par Stéphane. Mon père avait réussi à obtenir des copies de tous ces documents et avait ajouté des notes autocollantes expliquant leur signification. L'une d'elles, jointe à une procuration falsifiée, disait simplement « Il va essayer de tout prendre, ne le laissez pas faire ».
Mathias a photographié chaque page pendant que je restais assise, stupéfaite et silencieuse. L'ampleur de la trahison de Stéphane ne cessait de s'étendre, comme de l'encre se répandant dans l'eau. Il ne s'agissait pas seulement de notre mariage ou même des millions volés. Il avait systématiquement œuvré pour effacer mon existence financière, pour me rendre complètement dépendante de lui, ou pire, pour me faire porter le chapeau de ses crimes si nécessaire. 4 mois plus tard, je suis entrée dans le tribunal fédéral pour le premier jour du procès pénal de Stéphane. L'attention des médias n'avait fait que s'intensifier depuis son arrestation. Des camions de télévision étaient alignés dans la rue. Les journalistes me posaient net des questions auxquelles je ne répondais pas. Je portais un tailleur gris anthracite qui n'avait jamais vu l'intérieur de notre garde-robe commune, acheté spécialement pour cette occasion. Professionnel, digne, assez cher pour montrer que je n'étais pas brisée. Stéphane était assis à la table des accusés dans un costume qui ne lui allait plus très bien. Il avait perdu du poids pendant sa détention fédérale et ses cheveux, autrefois parfaits, avaient repoussé de manière disgracieuse. Lorsque nos regards se sont croisés dans la salle d'audience, j'ai souri, le même sourire serein que je lui adressais devant notre café du matin lorsqu'il me faisait la leçon sur mes dépenses. Mais maintenant, ce sourire portait le poids de tout ce que je savais et de tout ce qu'il était sur le point de perdre. Le procureur Michael Torres, assistant du procureur général, a présenté l'affaire de manière méthodique. 12 chefs d'accusation pour fraude, 8 chefs d'accusation pour détournement de fonds, 2 chefs d'accusation pour maltraitance de personnes âgées, un chef d'accusation pour complot en vue de commettre des crimes financiers. Les preuves étaient accablantes, livres comptables falsifiés, comptes cachés, documents contrefaits, conversations enregistrées dans lesquelles Stéphane discutait explicitement de voler ses clients. Pendant 11 jours, les témoins se sont succédés à la barre. Des clients âgés ont décrit comment Stéphane les avait convaincus de signer des documents qu'ils ne comprenaient pas. D'anciens employés ont témoigné avoir reçu l'ordre de falsifier des documents. Le comptable judiciaire a guidé le jury à travers le labyrinthe des comptes offshore et des sociétés écrans créées par Stéphane. Le 12e jour, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes et Sofia Rodriguez est entrée. Elle ne ressemblait en rien à la jeune femme raffinée qui portait les perles de ma grand-mère. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par une robe sobre, sa coiffure élaborée par un simple chignon. Elle avait obtenu l'immunité en échange de son témoignage et elle s'apprêtait à enterrer Stéphane avec celui-ci. « Madame Rodriguez, commença le procureur, combien de temps avez-vous eu une relation amoureuse avec l'accusé » 18 mois, répondit Sofia d'une voix calme, mais posée. Et pendant cette période, M. Richter vous a-t-il jamais parlé de ses pratiques commerciales ? Oui, fréquemment. Il trouvait amusant d'expliquer comment il transférait de l'argent sans que personne ne s'en aperçoive. Il appelait cela « jouer aux échecs » en 3 dimensions, alors que tout le monde jouait aux dames.